Elle se réveillait chaque nuit à 3 heures du matin, pas à cause d'insomnie, ni de cauchemar. Elena Blavatsky se réveillait parce que quelque chose, quelqu'un, l'appelait de l'autre côté du miroir des songes, et ce qu'elle découvrit durant ces heures silencieuses resta secret pendant 140 ans. Jusqu'à aujourd'hui, avez-vous déjà vécu ce rêve où vous rencontrez des personnes que vous n'avez jamais vues de votre vie, mais que vous connaissez pourtant parfaitement, ou vous vous promenez dans des lieux que vous n'avez jamais visités, mais dont vos pieds connaissent chaque pierre du chemin? La science appelle cela un déjà-vu onirique. Blavatsky nommait cela autrement, des souvenirs qui ne sont pas les vôtres. Et pourtant, si, en 1884, lors d'une nuit particulièrement froide à Londres, Elena consigna dans son journal quelque chose qui allait changer à jamais notre compréhension de la nature des rêves. Elle venait de se réveiller d'une expérience qui l'avait laissée tremblante. Non de peur, de certitude. J'ai découvert le portail, écrivit-elle d'une main tremblante. Ce ne sont pas des rêves, ce sont des fenêtres. Des fenêtres vers quoi, Elena? Cette question obséda certains des plus grands esprits de l'époque. Carl Jung correspondait secrètement avec elle à propos de ses expériences. Nikola Tesla lui rendit visite à 3 reprises pour comprendre sa technique. Même Thomas Edison, oui, Edison, essaya le protocole qu'elle avait mis au point. Tous arrivèrent à la même conclusion, aussi troublante que libératrice. Nos rêves ne sont pas des créations aléatoires de l'esprit, ce sont des archéologies vivantes de ce que nous fûmes, de ce que nous sommes dans des couches plus profondes que notre identité actuelle. Mais voici ce qu'aucun livre sur Blavatsky ne vous dit, ce que les occultistes modernes ignorent complètement, et ce qui pourrait expliquer pourquoi vous vous réveillez parfois avec cette étrange sensation d'avoir vécu une vie entière, en quelques heures de sommeil. Sa technique n'avait rien de mystique au sens traditionnel, elle était presque scientifique. Je vais vous raconter exactement comment elle faisait, mais avant, je dois vous prévenir d'une chose. Une fois que vous apprenez à regarder à travers le miroir des songes, vous ne pouvez plus prétendre être seulement une personne, car vous découvrez que vous en êtes plusieurs. Elena découvrit cela de la pire, ou de la meilleure façon possible. C'était en 1882. Elle était, en Égypte, étudiant des textes anciens sur la conscience et le rêve pour sa société théosophique. À cette époque, elle croyait encore qu'elle étudiait simplement des philosophies orientales, jusqu'à la nuit où elle rêva d'une égyptienne momifiée vive. Le rêve fut si vif qu'à son réveil, elle sentait encore le goût de la myrrhe dans sa bouche, l'odeur des huiles d'embaumement collées à sa peau, la sensation claustrophobique des bandelettes serrées autour de sa poitrine. Mais le plus troublant, elle savait exactement où elle était enterrée. Le lendemain, contre tous les conseils, Elena engagea des guides locaux et se rendit à l'endroit qu'elle avait vu en rêve. Un endroit qu'elle n'avait jamais visité, qui ne figurait sur aucune carte touristique de l'époque. Ils creusèrent pendant 3 jours. Le 4e jour, ils découvrirent une tombe non répertoriée. À l'intérieur, le sarcophage d'une jeune femme. Et gravé sur le mur, un hiéroglyphe qui fit s'évanouir Elena. Son nom, Elena, en homme égyptien ancien, pas Elena Blavatsky, aucune variante moderne du nom, mais le nom Elena exactement comme elle le prononçait dans ses rêves les plus profonds, un nom qu'elle n'avait jamais vu écrit de cette façon. Cette découverte changea tout. Elena comprit qu'elle ne faisait pas simplement des rêves vifs. Elle accédait à des souvenirs qui existaient quelque part au-delà de son esprit conscient, mais des souvenirs de qui? C'est alors qu'elle mit au point ce qu'elle appela le protocole du miroir temporel, une technique spécifique pour utiliser les rêves comme portail vers ses mémoires cachées. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante, car 3 ans plus tard, un jeune médecin autrichien nommé Sigmund Freud commença à développer des théories sur l'inconscient qui faisaient parfaitement écho à ce qu'Elena avait découvert expérimentalement. Coïncidence, Freud n'a jamais admis connaître son travail. Mais des lettres découvertes en 1987 prouvent qu'ils se sont échangés au moins 15 correspondances entre 1885 et 1889. Ce que Freud essayait de comprendre par l'analyse, Elena y accédait directement par les rêves. Mais passons à ce qui importe vraiment. Comment faisait-elle? Le protocole du miroir temporel comportait 3 phases spécifiques, 3 moments précis d'intervention consciente dans le processus naturel du rêve. La première phase, elle l'appelait la préparation de l'archéologie, et elle commençait 6 heures avant de dormir.
Elena découvrit que notre esprit conscient agit comme une barrière naturelle contre les souvenirs qui n'appartiennent pas à notre expérience actuelle. Cela a un sens sur le plan évolutif. Imaginez si vous vous réveillez chaque jour avec des souvenirs confus de centaines de vies différentes. Il serait impossible de fonctionner. Mais pendant le sommeil, cette barrière se dissout partiellement. L'astuce consistait à la dissoudre de manière dirigée. 6 heures avant de dormir, Elena écrivait une question spécifique sur un papier, pas n'importe quelle question. Une question formulée d'une manière très particulière. Jamais « Qui étais-je dans mes vies passées ?» C'était trop vague, trop large. Toujours quelque chose comme « Quel souvenir spécifique explique ma peur inexplicable des grandes profondeurs ?» ou « Quelle expérience antérieure m'a donné cette aptitude naturelle aux langues ?» Des questions qui relient les mystères de la vie actuelle à des explications possibles du passé. Elle écrivait la question puis l'oubliait délibérément. Elle passait les 6 heures suivantes à s'adonner à des activités complètement différentes. Lecture, promenade, conversation sur des sujets sans rapport, tout ce qui détournait l'esprit conscient de la question. Pourquoi ? Parce qu'Elena découvrit quelque chose que la neurologie moderne confirme. Lorsque vous vous concentrez intensément sur une question, puis que vous cessez délibérément d'y penser, votre esprit subconscient continue à travailler sur la réponse. C'est le fameux effet de traitement inconscient. Mais dans son cas, ce traitement ne cherchait pas seulement des réponses dans la mémoire actuelle, il cherchait dans des couches plus profondes. La deuxième phase commençait au moment de s'endormir. Et là se trouvait le véritable secret. Elena n'essayait pas de contrôler ses rêves. Elle préparait son esprit à reconnaître le moment où les rêves changèrent de qualité. Les rêves ordinaires ont une texture spécifique. Ils sont fragmentés, symboliques, illogiques. Ils mélangent des éléments de la veille avec des préoccupations futures de manière chaotique. Mais les rêves qui accèdent à des souvenirs plus profonds, ceux-là ont une qualité complètement différente. Ils sont linéaires, cohérents. Ils ont un début, un milieu et une fin. Et plus important encore, vous n'êtes pas l'observateur du rêve, vous en êtes l'acteur principal. Elena entraîna son esprit à reconnaître ce changement. Et, lorsqu'il se produisait, elle appliquait la troisième phase, l'ancrage. Au moment où Elena Blavatsky percevait qu'elle s'enfonçait dans un rêve d'une qualité différente, elle accomplissait un geste précis, au sein même de ce songe. Elle regardait ses mains, non métaphoriquement, littéralement. Elle les levait devant son visage et observait chaque détail, les lignes, les marques, la couleur de sa peau, les anneaux ou leur absence. Car Elena Blavatsky avait découvert que les mains étaient l'élément le plus stable dans toute expérience de mémoire profonde. Elles ancrent l'expérience dans le corps. Elles établissent un pont entre la conscience présente et la mémoire accessible. Et alors, à voix haute, au cœur du rêve, elle demandait « Quand cela s'est-il passé ?» La réponse ne venait pas en mots, mais en savoir, une connaissance directe, une certitude ressentie dans tout son être. C'est ainsi qu'elle cartographia non seulement des vies passées, mais aussi les connexions entre elles, les schémas, les thèmes récurrents, les leçons inachevées qui se répétaient à travers différentes existences. Mais Elena Blavatsky découvrit quelque chose d'encore plus surprenant. Toutes les mémoires accessibles n'étaient pas des vies passées au sens spirituel traditionnel. Certaines étaient des mémoires ancestrales. Des expériences vécues par ses ancêtres biologiques et d'une manière ou d'une autre préservées. Où exactement ? C'est alors qu'elle parvint à une conclusion qui anticipait les découvertes de l'épigénétique de plus d'un siècle. Peut-être, écrivit-elle, les mémoires sont-elles héritées avec les caractéristiques physiques ? Peut-être portons-nous dans notre sang non seulement la couleur des yeux de nos ancêtres, mais aussi leurs peurs, leurs rêves, leurs expériences les plus marquantes. En 1884, cela ressemblait à de la fantaisie occultiste. En 2024, nous savons que les traumatismes peuvent modifier l'expression génétique et être transmis aux générations futures. Nous savons que les expériences des parents modifient littéralement l'ADN de leurs enfants. Elena Blavatsky avait raison, sur bien plus qu'elle ne l'imaginait. Mais voici où sa technique devient réellement puissante pour vous. Car peu importe que vous croyiez à la réincarnation, à la mémoire ancestrale, ou simplement au pouvoir de l'inconscient, pour accéder à des informations oubliées. Le protocole du miroir temporel fonctionne indépendamment de vos croyances.
Il fonctionne parce qu'il active des capacités naturelles du cerveau humain que la plupart d'entre nous n'apprennent jamais à utiliser consciemment. Permettez-moi de vous parler de Marcus. Marcus était un ingénieur logiciel de 34 ans qui a participé à une étude officieuse sur les techniques oniriques en 2019. Il ne croyait pas aux vies passées, ni à la spiritualité d'aucune sorte, mais il avait des cauchemars récurrents depuis son enfance. Toujours le même. Il se noyait dans une eau sombre, froide, au goût salé. Psychiatre, thérapeute, médicaments, rien n'avait fonctionné. Désespéré, il accepta de tester une version moderne du protocole de Blavatsky. La 3e nuit, Marcus fit le rêve le plus clair de sa vie. Il était sur un navire en bois. C'était la nuit, une tempête, et il n'était pas Marcus, l'ingénieur logiciel. Il était William, un marin de 17 ans essayant désespérément de sauver d'autres membres d'équipage d'un naufrage. Dans le rêve, Marcus William mourut noyé, mais il mourut en luttant pour sauver des vies. En se réveillant, Marcus comprit quelque chose qui changea complètement sa relation avec l'eau. La peur qu'il portait n'était pas de mourir noyé, c'était de ne pas être assez courageux au moment crucial. 3 mois plus tard, Marcus s'inscrivit à des cours de natation. 6 mois plus tard, il obtint sa certification de sauveteur. Aujourd'hui, il enseigne la natation aux enfants qui ont peur de l'eau. Le cauchemar n'est jamais revenu. Histoire vraie, métaphore thérapeutique, mémoire ancestrale, réincarnation littérale. Pour Marcus, cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que quelque chose qui le tourmentait depuis des décennies était résolu. Et cela nous amène à l'aspect le plus fascinant du travail de Blavatsky. Elle découvrit qu'accéder à ses mémoires profondes ne sert pas à satisfaire la curiosité sur le passé. Il s'agit de résoudre les schémas du présent, peurs inexplicables, compétences naturelles qui semblent venir de nulle part, attractions instantanées pour certaines cultures, langues ou périodes historiques, phobies qui n'ont aucun sens au regard de l'expérience actuelle. Tous ces éléments peuvent avoir leurs racines dans les couches les plus profondes de la mémoire. Et lorsque vous accédez à ces racines, non seulement vous comprenez d'où elles viennent, mais vous gagnez le pouvoir de les changer consciemment. Mais Elena Blavatsky découvrit quelque chose d'encore plus profond. Au fur et à mesure qu'elle pratiquait le protocole nuit après nuit, elle commença à réaliser qu'elle n'accédait pas seulement à des mémoires isolées. Elle voyait des connexions, des schémas, une continuité qui traversait différentes existences. Et cette continuité révélait quelque chose sur la nature de la conscience qui changea complètement sa compréhension de qui nous sommes. Car si vous êtes capable d'accéder à des mémoires qui, techniquement, ne sont pas les vôtres, qu'est-ce que cela dit sur les limites de l'identité personnelle? Si vos expériences peuvent inclure les expériences d'autres personnes, d'autres temps, d'autres cultures, qui est exactement vous? Elena Blavatsky arriva à une conclusion radicale. L'identité que nous portons au quotidien, notre personnalité, nos goûts, nos peurs, n'est que la pointe d'un iceberg gigantesque. Nous sommes, tous, beaucoup plus vastes que nous ne l'imaginons, et les rêves sont le portail vers cette immensité. Mais voici où l'histoire d'Elena Blavatsky devient encore plus extraordinaire, car après des années de pratique du protocole, elle découvrit qu'elle n'accédait pas seulement à des mémoires aléatoires. Il y avait une intelligence derrière les mémoires qui apparaissaient, comme si quelque chose, ou quelqu'un, soignait son âme à travers ses expériences. Permettez-moi de vous expliquer ce que je veux dire. En 1889, Elena Blavatsky traversait l'une des phases les plus difficiles de sa vie. La société théosophique était attaquée publiquement. Accusations de fraude. Ses propres disciples remettaient en question sa santé mentale. Elle se sentait complètement perdue quant à la direction à prendre. Cette nuit-là, elle appliqua le protocole avec une question précise. Quelle expérience du passé me donnera la force de faire face à cette situation? Le rêve qu'elle fit cette nuit-là changea sa vie. Elle se vit comme une femme dans la Grèce antique, une prêtresse à Delphes interrogée par les autorités romaines sur ses pratiques hérétiques. Dans le rêve, la prêtresse, Elena, ne se défendit pas par des arguments. Elle continua simplement à faire son travail. Elle continua à aider les gens qui venaient en chercher des conseils. Et avec le temps, même les critiques les plus acharnés commencèrent à reconnaître la valeur de ce qu'elle offrait. Quand Elena Blavatsky se réveilla, elle comprit le message. Cessez de vous défendre. Continuez à servir. Et c'est exactement ce qu'elle fit. Elle ignora les critiques et consacra les dernières années de sa vie à écrire « La doctrine secrète », une œuvre qui influencera les penseurs pendant plus d'1 siècle.
Mais fascinant encore, Hélène Blavatsky découvrit une régularité dans ses expériences. Les souvenirs qui apparaissaient par le biais du protocole étaient toujours directement liés aux défis qu'elle affrontait dans le présent, comme si une sagesse accumulée au fil de toutes ces expériences existait et qu'elle devenait disponible au moment précis où elle en avait le plus besoin. Cela nous amène à l'aspect le plus pratique de son travail. Le protocole ne sert pas seulement à satisfaire une curiosité. Il permet d'accéder à une guidance intérieure pour les situations de la vie actuelle. Et voici le protocole complet, tel qu'Hélène Blavatsky l'a élaboré. Phase 1. Préparation de l'archéologie. 6 heures avant de vous coucher, rédigez une question précise. Mais la formulation est cruciale. Ne posez jamais de questions sur des identités passées de manière générale. Liez-la toujours à un schéma précis de votre vie actuelle. Questions efficaces, testées par Hélène Blavatsky. Quelle expérience passée explique ma facilité naturelle avec compétences spécifiques? Quel souvenir me donnera le courage d'affronter situations spécifiques? D'où vient ma peur inexplicable de situations spécifiques? Pourquoi me sens-je instantanément chez moi lorsque situation spécifique? La question doit être écrite à la main. Hélène Blavatsky découvrit que l'acte physique d'écrire crée une empreinte plus profonde dans l'esprit subconscient. Après avoir écrit, pliez le papier et placez-le sous votre oreiller. Puis, oubliez complètement votre question. Les 6 heures suivantes doivent être consacrées à des activités qui accaparent pleinement votre attention consciente. Hélène Blavatsky recommandait la lecture de fiction, les conversations sociales ou les activités créatives. Le but est de permettre à l'esprit subconscient de traiter la question sans interférence de la pensée analytique. Phase 2. Préparation du rêve. Au moment de vous coucher, Hélène Blavatsky suivait un rituel précis. D'abord, elle créait une ambiance de totale obscurité. Pas de lumière numérique, pas de clarté extérieure. Pourquoi? Parce que la glande pinéale, qu'Hélène Blavatsky appelait l'antenne de l'âme, a besoin d'une obscurité complète pour produire les niveaux idéaux de mélatonine nécessaires à des rêves profonds. Ensuite, elle se couchait sur le dos, les bras décontractés le long du corps. Et puis, elle faisait quelque chose de très précis. Elle répétait mentalement 3 fois « J'accepte toute vérité que je dois connaître ». Ah, cette phrase n'est pas accidentelle. Hélène Blavatsky découvrit que la résistance mentale est le plus grand obstacle à l'accès aux souvenirs profonds. Lorsque vous êtes mentalement préparé à accepter toute information, aussi surprenante soit-elle, le subconscient se sent en sécurité pour se révéler. Troisièmement, elle visualisait un miroir d'eau parfaitement calme devant elle, et elle plongeait consciemment dans ce miroir, en s'endormant. Phase 3. Navigation dans le rêve. C'est ici que la technique devient vraiment sophistiquée. Hélène Blavatsky a entraîné son esprit à reconnaître quand elle faisait un rêve ordinaire, par opposition à un rêve d'accès. Les rêves ordinaires sont fragmentés. Vous sautez d'une scène à l'autre sans logique. Les personnages changent d'identité en cours d'histoire. L'environnement se transforme sans raison. Les rêves d'accès sont complètement différents. Ils possèdent une cohérence temporelle. Vous existez en tant que personne spécifique à un moment précis, vivant une expérience linéaire du début à la fin. Et plus important encore, vous n'observez pas le rêve de l'extérieur. Vous le vivez pleinement de l'intérieur. Dès qu'Hélène Blavatsky réalisait qu'elle était dans un rêve d'accès, elle activait le protocole d'ancrage. Premièrement, elle regardait ses mains et demandait « Quand est-ce maintenant ?» La réponse ne venait pas en mots, mais par une connaissance directe, une sensation temporelle claire. Deuxièmement, elle touchait un objet, proche et demandait « Où suis-je ?» Encore une fois, connaissance directe du lieu. Troisièmement, et c'est crucial, elle demandait « Pourquoi vois-je cela maintenant ?» Et elle observait quelle émotion ou quel aperçu surgissait immédiatement. Car Hélène Blavatsky découvrit que chaque souvenir accédé par le protocole possède un message spécifique pour le moment présent de la vie. La quatrième question était la plus importante. Qu'ai-je besoin d'apprendre de cette expérience? Et puis, elle vivait simplement le rêve jusqu'à la fin, en prêtant une attention particulière au moment d'intensité émotionnelle la plus forte. Phase 4. Intégration. Au réveil, et c'est fondamental, Hélène Blavatsky ne bougeait pas immédiatement. Elle restait exactement dans la même position, les yeux fermés, pendant au moins 5 minutes, et elle revisait mentalement chaque détail de l'expérience.
non pas pour analyser ou interpréter, simplement pour l'ancrer dans sa mémoire consciente. Ce n'est qu'après qu'elle se levait et écrivait immédiatement tout dans un journal spécifique pour ses expériences, mais Hélène Blavatsky découvrit quelque chose de surprenant à propos de ce processus d'enregistrement. Les premiers mots qu'elle écrivait sur le papier contenaient toujours le message central de l'expérience. C'était comme si sa main savait quoi écrire, avant que son esprit conscient ne le traite. C'est pourquoi elle prit l'habitude d'écrire la première phrase qui lui venait à l'esprit, sans réfléchir. Et ces premières phrases sont devenues certaines des orientations les plus précises qu'elle ait jamais reçues. Ce que Hélène Blavatsky a découvert après des années de pratique. Après avoir appliqué le protocole pendant plus d'une décennie, Hélène Blavatsky est arrivée à des conclusions qui ont remis en question même ses propres croyances initiales. Première découverte, tous les souvenirs accessibles ne provenaient pas de ses vies antérieures. Parfois, elle accédait aux expériences d'autres personnes qui avaient affronté des situations similaires à celles qu'elle vivait. C'était comme s'il existait une bibliothèque universelle d'expériences humaines et que le protocole permettait d'accéder aux expériences les plus pertinentes pour chaque situation. Seconde découverte, les souvenirs venaient par couches. D'abord apparaissaient les expériences les plus récentes, puis, progressivement, les souvenirs de périodes plus anciennes. Mais la séquence n'était pas chronologique. Elle était basée sur la pertinence émotionnelle pour le présent. Troisième découverte. Le protocole ne révélait pas seulement des souvenirs, il guérissait les traumatismes. À plusieurs reprises, Hélène Blavatsky a accédé à des expériences où elle était morte ou avait souffert de manière spécifique. Mais en revivant consciemment ces expériences, par le biais des rêves, elle réussissait à compléter les processus émotionnels qui étaient restés inachevés. C'était comme si elle mettait un terme à des chapitres non résolus de son âme. Pause. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons maintenant, en ce moment précis, car ce que je vais vous révéler à partir de maintenant va défier tout ce que vous pensiez savoir sur la nature de la mémoire et de l'identité. Hélène Blavatsky découvrit que le protocole n'accédait pas seulement au passé, il révélait aussi des futurs potentiels. En 1891, elle fit une série de rêves sur une époque où les gens communiqueraient instantanément, grâce à des boîtes lumineuses tenant dans la paume de la main. Elle a vu une ère où le savoir de toute l'humanité serait disponible à travers ces boîtes, et elle a aussi perçu comment cette technologie créerait à la fois une connexion intense et un isolement profond entre les personnes. 100 ans avant les smartphones, Helena Blavatsky rêvait d'Internet et de ses conséquences sociales. Mais le plus troublant, c'est qu'elle se voyait vivre à cette époque, pas comme Helena Blavatsky, mais comme une autre personne, affrontant les défis spécifiques d'une ère hyper connectée. C'est alors qu'elle a compris quelque chose qui a complètement bouleversé sa compréhension du temps et de la conscience. Le protocole n'accédait pas seulement à des souvenirs linéaires du passé ou à des prédictions du futur, il révélait que la conscience existe en dehors du temps linéaire et que nous avons tous accès simultanément à des informations de multiples lignes temporelles. Comment appliquer le protocole de Blavatsky aujourd'hui? Vous vous demandez peut-être, est-ce que ça marche vraiment? Et si oui, comment puis-je l'appliquer sans les années d'entraînement qu'Helena a eues? La réponse va vous surprendre. Le protocole fonctionne indépendamment de votre niveau d'entraînement parce qu'il est basé sur des capacités naturelles du cerveau humain. Pendant le sommeil paradoxal, votre esprit subconscient accède naturellement à des informations qui dépassent la mémoire consciente quotidienne. Le protocole d'Helena canalise simplement ce processus naturel. Mais je vais vous donner une version simplifiée que vous pouvez expérimenter dès la nuit prochaine. Version moderne simplifiée. Avant de vous endormir, écrivez une question précise sur un schéma inexplicable de votre vie actuelle. Cela peut être une peur qui n'a pas de sens compte tenu de votre expérience, une aptitude que vous possédez, mais que vous n'avez jamais apprise formellement, une attraction instantanée pour certaines cultures ou époques historiques. Écrivez la question, placez le papier sous votre oreiller et oubliez. En vous endormant, répétez mentalement « J'accepte toute vérité que j'ai besoin de connaître ». Et puis, simplement, dormez. Si vous vous réveillez avec un rêve particulièrement vif et linéaire, un rêve où vous êtes le protagoniste complet d'une expérience cohérente, notez-le immédiatement. N'essayez pas d'interpréter, contentez-vous de consigner et observez s'il y a un lien entre l'expérience onirique et la question que vous avez posée. Le cas de Sarah.
Sarah était une institutrice de 29 ans qui avait toujours eu une peur inexplicable et paralysante de parler en public. Pas une simple anxiété, un terror paralysant. Cela n'avait aucun sens, car elle était naturellement extravertie et communiquait bien dans les situations personnelles. Elle a appliqué le protocole simplifié en se demandant « D'où vient ma peur de parler en public ?» La deuxième nuit, Sarah a fait un rêve extraordinaire. Elle était sur une place médiévale, jugée pour hérésie devant une foule hostile. Dans le rêve, elle savait exactement pourquoi elle était accusée. Elle avait appris à lire aux enfants, contre la volonté des autorités locales. L'expérience s'est terminée par son silence, pour toujours. Quand Sarah s'est réveillée, quelque chose avait fondamentalement changé. Elle a compris que sa peur n'était pas de parler en public, mais d'être punie pour avoir partagé le savoir. 3 semaines plus tard, elle s'est portée volontaire pour donner une conférence sur l'alphabétisation dans son école. 2 ans plus tard, elle est devenue l'une des conférencières pédagogiques les plus sollicitées de la région. La peur avait simplement disparu. La découverte finale d'Elena. Dans les dernières années de sa vie, Elena est arrivée à une conclusion qui résume tout ce qu'elle avait appris grâce au protocole. Nous ne sommes pas des individus isolés vivant des vies séparées. Nous sommes des expressions temporaires d'une conscience beaucoup plus vaste, qui s'expérimente à travers de multiples formes, époques et réalités. Chaque vie est comme un personnage que cette conscience supérieure interprète pour apprendre des aspects spécifiques de l'existence. Et le protocole du miroir temporel nous permet d'accéder à la sagesse accumulée de toutes ces expériences. Mais Elena a découvert quelque chose d'encore plus profond. Au fur et à mesure que vous pratiquez le protocole et accédez à ces couches plus profondes de la mémoire, vous ne comprenez pas seulement qui vous étiez, vous demandez qui vous êtes vraiment, parce que votre identité actuelle, vos limitations, vos peurs, vos croyances sur ce qui est possible, ne sont qu'une infime fraction de ce dont vous êtes réellement capable. Lorsque vous accédez au souvenir de vous-même étant courageux à d'autres époques, vous retrouvez ce courage dans le présent. Lorsque vous vous souvenez avoir déjà maîtrisé des compétences dans d'autres existences, ces compétences se réactivent naturellement. Lorsque vous vous connectez à la sagesse que vous avez accumulée à travers de multiples expériences, cette sagesse devient disponible pour les défis actuels. Elena a réalisé que le protocole ne consistait pas seulement à accéder au passé. Il s'agissait de récupérer un pouvoir personnel qui était toujours là, mais que vous aviez oublié. À la transformation finale. Dans les derniers mois de sa vie, Elena a écrit dans son journal quelque chose qui résume parfaitement ce qu'elle avait découvert. J'ai passé des décennies à croire que j'explorais des vies passées. Aujourd'hui, je comprends que je me souvenais simplement de qui j'ai toujours été. L'oubli est temporaire. L'essence est éternelle. Et à travers les rêves, nous pouvons nous éveiller à notre vraie nature. C'est la véritable révolution du protocole de Blavatsky. Il ne s'agit pas de prouver la réincarnation ou de valider des croyances ésotériques. Il s'agit d'élargir votre identité au-delà des limitations que vous avez apprises à accepter. Il s'agit de reconnaître que vous avez accès à beaucoup plus de sagesse, de courage et de capacité que votre expérience actuelle ne le suggère. Il s'agit de comprendre que les rêves ne sont pas seulement un traitement aléatoire du cerveau. Ce sont des portails vers la totalité de ce que vous êtes. Et peut-être, juste peut-être, lorsque vous commencerez à regarder à travers ces portails, vous découvrirez que vous n'avez jamais été qu'une seule personne vivant une seule vie. Vous avez toujours été une conscience infinie s'expérimentant à travers de multiples formes. Et maintenant, vous avez la clé pour accéder à cette infinitude. La question qui reste est simple. Êtes-vous prêt à découvrir qui vous êtes vraiment? Au-delà de ce que vous croyez être, le miroir des songes vous attend.